Commentaire. Lucrèce, de la nature des choses. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Il n'y a aucun sens à penser le plaisir sans avoir plaisir à penser. C'est pourquoi la philosophie, telle que l'enseigne Épicure et Lucrèce à sa suite, est une question d'épiderme avant d'être une affaire de raison. Et c'est pourquoi l'émission Commentaire, qui veut être fidèle à cette démarche, se donnera pour but, un vendredi sur deux, de plonger littéralement dans la chair d'une œuvre dont les mots seraient les atomes, de faire entendre la lettre d'un texte que tout le monde respecte, mais qu'en définitive plus personne ne lit. Les monuments de la pensée ne sont ni des labyrinthes ni des sarcophages, mais des amis de chair et d'encre qui, pour peu qu'on les pénètre ou qu'on les embrasse, embellissent ou illuminent l'existence. C'est donc en épicurien, au nom de Lucrèce et au nom du plaisir de penser, que nous entamons ce cycle bimensuel d'émissions. Dans son poème philosophique intitulé « De la nature des choses », et chef-d'œuvre à la fois de la littérature et de la pensée, Lucrèce entend dissiper les craintes et les superstitions des hommes et nous apprendre que la philosophie n'est pas seulement l'amour d'une sagesse désincarnée, mais également l'expression la plus intelligente de la vie de tous les jours bien sûr, mais aussi et surtout celle de chaque instant. Épicure recommandait de cacher sa vie. De ce point de vue, Lucrèce est un disciple fidèle puisqu'on ne sait pas grand-chose de lui, sinon qu'il vécut 1 siècle et demi environ après son maître, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'il est né aux alentours de 90 et mort vraisemblablement en 50, après avoir donc vraisemblablement assisté à des rivalités sanglantes, des guerres civiles, des guerres serviles, des conjurations, des assassinats, etc. On sait d'ailleurs d'autant moins de choses de Lucrèce que les détails de sa vie nous sont fournis par saint Jérôme, qui raconte au IVe siècle que Lucrèce était une sorte de dingue qui se serait donné la mort après avoir absorbé un philtre d'amour et qu'il aurait composé son poème de la nature dans des intervalles de lucidité. La calomnie montre au moins que Lucrèce n'était pas un philosophe vaporeux, tête en l'air, insoucieux des choses d'ici-bas, mais un impénitent joyeux et qui était tenu pour un fou par des gens persuadés qu'une vierge pouvait avoir des enfants ou qu'on pouvait changer l'eau en vin. Comme dit La Rochefoucauld, celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Alors, pour parler aujourd'hui de Lucrèce, de la mort, du libertinage et des pluies d'atomes, j'ai invité comme il se doit 2 authentiques épicuriens. D'abord Bernard Pautrat, professeur éternel à l'école normale, traducteur de Spinoza et auteur d'une belle traduction en alexandrin du poème de Lucrèce, sorti l'an dernier en livre de poche, et Jean Salem, professeur adoré de ses élèves qui enseigne la philosophie antique à l'université de Paris 1. Dans les années de lycée, tout d'abord, j'ai rencontré Lucrèce et c'était un homme singulier puisque il changeait un peu l'écolier que j'étais ou le lycéen des considérations de Cicéron sur la vieillesse, qui est accompagné, comme vous savez, du repos des sens et d'une tranquillité à nul autre pareil, dit Cicéron. Et il y avait un poète qui disait que l'univers est infini, il existe un nombre infini de mondes dans l'univers infini, ce monde est né, ce monde-ci, le nôtre, comme tous les autres, est né et il périra, agrégation, désagrégation d'atomes, la mort est un sommeil éternel, le plaisir est le souverain bien, les dieux sont faits d'atomes, ils existent, mais ils ne s'occupent pas de nous, quelques autres vérités fondamentales encore. J'ai trouvé dans l'épicurisme une philosophie merveilleuse puisqu'elle permet de philosopher par temps de catastrophe, par temps d'effondrement universel. Elle permet de faire le gros dos par temps de crise. Elle dit que, encore une fois, la mort est un sommeil éternel, que les dieux ne s'occupent pas de nous, que tout est fait d'atomes ou de vide, et qu'il convient plutôt de se retirer de la vie politique quand les démagogues y rivalisent d'imposture et quand elle n'a plus aucun sens. De même, en effet, que lorsque les médecins veulent à des enfants donner l'horrible absinthe, ils passent tout d'abord sur le tour de la coupe la douceur du miel blond, afin que jusqu'aux lèvres se voit mystifier leur âge imprévoyant, qu'ils boivent en même temps l'amer suc de l'absinthe et que,
quoique dupé, loin de tomber captif, il en soit restauré, recouvrant la santé. De même, moi, ici, comme cette doctrine est plutôt triste aux yeux de qui n'en eut pratique et que d'elle la foule avec horreur s'écarte, j'ai voulu t'exposer cette doctrine à nous en un chant possédant les 12 accents des muses et sur elle poser la douceur de leur miel, dans l'espoir que nos vers sachent par ce moyen te retenir l'esprit, tandis que tu perçois des choses la nature en sa totalité et de quoi elle est faite en sa belle ordonnance. Ce qui est beau, c'est l'entreprise. Bernard Pautrat. Lui a voulu rendre le contenu, globalement, de la philosophie d'Épicure en vers. Il a dit pourquoi. Pour lui, cette philosophie, cette pensée est le remède quasiment universel au malheur de l'homme. Il faut la connaître. C'est pour l'essentiel une physique au demeurant, donc il faut connaître toute une physique pour comprendre ce que c'est que la vie d'un homme, mais la mort d'un homme également, ou les amours d'un homme. Seulement, évidemment, et le bonheur, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs l'absence de douleur, est au prix de tout ce savoir-là. C'est-à-dire que le bonheur s'obtient par le savoir, par la science. Mais alors c'est quand même un peu barbant. C'est compliqué, c'est long. Si pour ne pas souffrir de ceci ou de cela, très ordinaire dans la vie quotidienne, il faut, si j'ose dire, se taper des pages et des pages de physique, alors on n'est pas vraiment tenté d'aller chercher le remède. Pour faire passer tout ça, il faut l'écrire non seulement en vers, mais en poète. D'où d'ailleurs, à mes yeux, également la nécessité de le traduire en français en vers. Un savoir est véhiculé, mais si c'est bien fait, alors en latin c'est effectivement extrêmement bien fait, alors l'instrument poétique, avec en particulier en son sein, ce qui me semble important, l'utilisation assez massive de la métaphore, fait que, en effet, on va boire ça, on va avaler ça. Alors, qu'est-ce que ça détermine dans le poème ? Ça détermine une suavité indéniable. Jean Salem. Je ne suis pas fanatique des palmarès, mais enfin, souvent c'est par ignorance de Lucrèce que les meilleurs professeurs du secondaire parlent de Virgile, le plus grand poète latin. J'ai entendu d'autres qui étaient amoureux de Lucrèce dire c'est Lucrèce. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un des plus grands poètes latins. Et ça nous permet, au lieu d'entendre parler d'ataraxie, absence de trouble, la sérénité, la paix de l'âme dont parle Épicure, d'entendre parler de pax animi, la paix de l'esprit. C'est des mots beaucoup plus jolis, puisqu'il faut enchasser dans des vers des idées philosophiques. La beauté, c'est le miel qui attrape les étudiants. C'est le miel, mais c'est aussi le danger. C'est presque le poison. La potion est poison étymologiquement, et dans ce cas aussi. En effet, sous la beauté du poème, il faut savoir que Lucrèce emploie des notions très techniques qui ont une histoire philosophique et qui se disent en grec de façon paradoxalement plus barbare, c'est-à-dire en jargon philosophique. Alors ça, la première lecture du poème ne permet pas toujours de s'en rendre compte. C'est une potion, c'est une potion. Il insiste sur un certain nombre de choses, en particulier que nous sommes, ça revient régulièrement, nous sommes pareils à des enfants, nous avons peur dans le noir, et c'est le grand thème de Lucrèce, en tout cas c'est la peur à mon avis, et le seul moyen de dissiper en effet la peur, c'est de dissiper les ténèbres, et dissiper les ténèbres veut dire connaître la nature des choses, d'où le titre aussi du poème. Il faut autrement dit que la poésie, avec ses outils à elle, et la philosophie disent la même chose. Si la métaphore mène ailleurs que mène l'argumentation rationaliste, disons, stricte, alors ça ne peut pas marcher. Et c'est effectivement contraire à ce que cherche Lucrèce. D'où une très grande attention, ça m'a beaucoup frappé, c'est en effet donc pour moi la précision de Lucrèce, une très grande attention à ce que effectivement les deux discours n'en soient qu'un. C'est-à-dire qu'en tant que poète, il ne nuise pas au philosophe qu'il est,
Et ni non plus, bien entendu, que le philosophe qu'il est nuise au poète, c'est-à-dire qu'il faut effectivement parvenir, malgré tout, à dire le vrai, certes, mais sans sacrifier la poésie. Tandis que par le vide, les corps tombent tout droit sous l'effet de leur poids, ils font en un moment tout indéterminé, et en des lieux tout aussi indéterminés, un écart dans leur course. Or, petit, juste assez pour que leur mouvement puisse être dit changé. Et s'ils ne faisaient pas souvent un tel écart, alors, de haut en bas, comme gouttes de pluie, tous les corps tomberaient par le vide sans fond. Jamais ne serait né aucun heurt des principes, et jamais aucun coup ne les eût affectés. La nature n'aurait en ce cas rien créé. La physique de Lucrèce présente le monde comme l'effet permanent d'une pluie d'atomes qui s'entrechoquent au hasard, qui déclinent spontanément et suivent une trajectoire inexplicable. Certains s'accrochent, parce qu'ils ont des atomes crochus, et forment ainsi la matière, née donc de la rencontre aléatoire des particules égoïstes. Ainsi, quand l'atome Sartre est mort, l'atome Simone de Beauvoir a eu cette phrase, terrible et magnifique à la fois. Elle a dit « Sa mort nous sépare, la mienne ne nous réunira pas, mais c'est déjà un miracle que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. » La physique de Lucrèce, c'est aussi une métaphore, une éthique qui propose à chaque individu, en somme, de suivre le chemin singulier de sa vie sans jamais céder à l'illusion mortifère ou platonicienne qu'il existe quelque part une âme sœur, quelqu'un dont nous serions par définition inséparables. Mais les hommes sont craintifs et redoutent d'être soumis à ces lois implacables. Alors, pour conjurer ces mécanismes qui nous déterminent et qui nous séparent, les humains ont inventé les serments, les obligations, les contraintes, la jalousie, la possession, la monogamie, autant de formes prises par la haine dans les rapports amoureux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que faire l'amour, sinon faire à la fois l'épreuve de ce désir de fusionner avec quelqu'un et de l'impossibilité d'une telle fusion? Si les humains étaient matérialistes, au lieu d'être superstitieux, ils s'aimeraient sans se contraindre et se sépareraient sans se fâcher. Mais non. Nous avons manifestement trop peur de mourir pour cela et donnons trop de prix à nos natures minuscules. Je t'aime, je t'adore, je ne t'aime plus, je te hais, dit l'amant à sa maîtresse, ou vice-versa. Nietzsche lui-même ne décrit pas autre chose quand il montre, dans la généalogie de la morale, que bien souvent la méchanceté du fort qui s'en va est une invention du faible qui l'a quitté, et qu'ici-bas, il n'y a d'éternité que dans l'instant vécu. Pluie d'atomes. Tout d'abord, on présente certains atomes venant à dévier, à décliner, ce qui aide à des collisions, ce qui rend possible des collisions et la formation d'agrégats et puis de mondes organisés. Il y a des foedera naturae, des pactes, des lois de la nature, pour parler plus moderne, chez les épicuriens. Tout ne s'assemble pas avec n'importe quoi. Les atomes de telle forme ne peuvent pas s'assembler avec des atomes de telle autre forme, forcément. Les hybrides ne sont pas possibles dans le règne animal. Et simplement, il y a une marge d'indétermination. Alors on en vient à la petite parabole, cette petite histoire physique qui a beaucoup fait jaser, mais qui donne beaucoup à penser. La déclinaison, la déviation. Tout d'abord, au point de vue métaphorique, Marx, dans sa thèse de doctorat, qui porte sur Démocrite et Épicure, en 1841, prétend, et c'est une vue très intéressante, que la déclinaison est une métaphore, au sens franglais du terme, un symbole général de la philosophie d'Épicure. Les dieux déclinent du monde, ils ne s'occupent pas du monde. Le sage décline de la cité, il vit dans un jardin, pas au milieu de la vie politique. En amour, mieux vaut décliner plutôt que de s'attacher immodérément à une personne unique. Et les atomes, évidemment, ils ont cette propriété de dévier spontanément, sans que ça soit prévisible par un observateur à l'instant témoin 1. Il ne faut pas penser que Lucrèce nous dise il y a eu la pluie d'atomes, et puis à l'instant T, il y a eu un premier atome qui a décliné, et puis à l'instant T plus 1, enfin la première déclinaison est intervenue, les atomes ont pu se rassembler. Ces mouvements n'ont jamais commencé. Autrement dit, de tout temps, il y a eu des mondes qui se sont formés, qui se sont désassemblés. De tout temps, il y a eu ce mouvement brownien, cet entrechoquement d'atomes. S'il n'y avait que le poids et les chocs comme cause possible de mouvement des atomes, alors on ne pourrait pas expliquer
ce qui apparaît dans les phénomènes. Il faut donc une troisième cause de mouvement, une cause spontanée, qui est cette fameuse petite déviation par rapport à la trajectoire. Pas forcément une trajectoire verticale, une trajectoire dans toutes les directions de l'espace. Si ça n'était pas comme ça, dit Lucrèce, c'est un modèle au sens de la physique d'aujourd'hui, quelque chose qui est de l'imagination, mais qui n'a jamais eu d'existence historique dans l'univers physique. Si ça n'était pas comme ça, s'il n'y avait pas cette déclinaison, alors les atomes tomberaient en pluie, et les plus lourds ne rattraperaient jamais les plus légers, parce que dans le vide, tout tombe à la même vitesse. D'où vient aux animés, libres parmi les terres, d'où cette volonté des destins affranchis, qui permet à chacun d'entre nous de se rendre au lieu où le conduit sa propre volupté, et de faire, de même, un mouvement d'écart dont le lieu et le temps sont indéterminés seulement quand l'y a porté sa pensée même. Car on en peut douter, c'est bien la volonté qui, en chacun de nous, donne à ces choses-là leur principe. Et c'est elle, assurément, la source d'où tous les mouvements découlent dans les membres. On pourrait dire aussi physique libératrice, parce que du point de vue de Lucrèce, évidemment, ça nous libère de la crainte des châtiments infernaux, des superstitions. Sans cette fameuse déclinaison, la nature n'aurait rien créé. Ce serait la pluie d'atomes qui ne se rencontrent jamais. Et deuxièmement, sans cette fameuse déclinaison, alors on ne pourrait pas expliquer la liberté de tout ce qui respire. C'est-à-dire entre nous, de l'homme, mais aussi du cheval et du ver de terre. Nous voyons des êtres qui ont une liberté de mouvement. Ça, c'est indéniable. Et comme dirait Sganarelle, un finaliste particulièrement drôle mis en scène par Molière dans Don Juan, si je veux lever le bras, je lève le bras. Vous connaissez cette fameuse scène et il fait tellement de gestes qu'il finit par tomber par terre. Mais la question sérieuse, c'est donc libre arbitre ou contingence. Évidemment, ce n'est pas le libre arbitre cartésien. Méfions-nous vraiment des confusions, parce que le pire, si je puis dire, c'est que Descartes donne entre autres comme définition du libre arbitre le sentiment de non-contrainte externe. On a l'impression qu'on se détermine tout seul. Mais les épicuriens nous disent que pour expliquer ce sentiment indéniable, ce fait de la liberté, il faut effectivement la déclinaison. Ce n'est pas le libre arbitre parce que c'est une liberté commune à tout ce qui respire, encore une fois. Un cheval qui s'élance, il prouve que cette spontanéité de l'atome, au niveau microscopique, si je puis dire, au niveau élémentaire, des particules, elle existe, selon Lucrèce. Et un autre exemple superbe qui est donné par Lucrèce, un homme qui résiste à une foule qui le pousse dans un certain sens, le fait même simplement de mettre son épaule et de résister à la foule, à notre époque médiatique en diable, cet exemple est très parlant, c'est aussi une preuve de ce qui existe, cette spontanéité en nous, donc dans les éléments. Un matérialisme qui ne laisse pas place à une marge d'indétermination, aussi bien dans les petits atomes que chez les êtres pensants, vivants et mortels que nous sommes, me paraît impensable. C'est pourquoi je ne suis pas étonné du chemin d'Althusser qui, à la fin de ses écrits et donc de sa vie, parlait de matérialisme aléatoire, signalait que la ligne qui part de Lucrèce et qui considère que les effets de structure existent certes, mais il faut bien prévoir quelque chose comme une marge de liberté. Après tout, quand les physiciens en parlent, ça nous paraît beaucoup moins spiritualiste. Ce genre de parcours ne m'étonne pas. Et c'est pourquoi je vous avouerai qu'avec tout le respect que j'ai pour Spinoza et pour mes nombreux amis qui ont consacré beaucoup de travaux à cet immense personnage, héroïque d'ailleurs, je ne suis jamais rentré à 200%, ni même à 100% dans sa manière de parler de cette affaire fondamentale. Il
convient de fuir sans cesse ces simulacres, de repousser ce qui peut nourrir notre amour, de tourner notre esprit vers d'autres objets. Il vaut mieux jeter dans le premier corps venu la liqueur amassée en nous que de la garder pour un unique amour qui nous prend tout entier et nous réserve la peine et la douleur certaines. Car, à le nourrir, l'abcès se ravive et devient un mal invétéré. De jour en jour, la frénésie s'accroît, la peine devient plus lourde si tu n'effaces par de nouvelles plaies les premières blessures, si au hasard des rencontres, tu ne les confies encore fraîches aux soins de la Vénus vagabonde et ne diriges vers d'autres objets les impulsions de ton cœur. Loin de moi l'idée de faire des épicuriens des professeurs de vertu. Mais ce ne sont pas des voluptueux inquiets. Il s'agit, un psychanalyste m'a dit, sans doute à juste titre, que c'était impossible, mais enfin, il s'agit d'essayer d'éliminer toute tension dans le désir. Ne pas être sans cesse relancé par un désir qui vient suivre immédiatement un plaisir éphémère qui, à peine satisfait, fait tout de suite place au manque. Il y a une très belle maxime d'Épicure, numéro 11, de ce qu'on appelle les maximes fondamentales, qui dit ceci: si les débauchés donnaient le visage de gens qui ne craignent pas la mort, qui ne craignent rien du côté des dieux, qui connaissent la limite des désirs et qui savent supporter la douleur, alors nous devrions nous régler sur eux. Éviter l'amour, ce n'est point se priver des jouissances de Vénus. C'est au contraire en prendre les avantages sans rançon. Assurément, ceux qui gardent la tête saine jouissent d'un plaisir plus pur que les malheureux égarés. Au moment même de la possession, l'ardeur des amoureux erre et flotte incertaine. Jouiront-ils d'abord par les yeux, par les mains? Ils ne savent se fixer. L'objet de leur désir, ils le pressent étroitement, ils le font souffrir, ils impriment leurs dents sur ces lèvres mignonnes qu'ils meurtrissent de baisers. C'est que chez eux, le plaisir n'est pas pur. Des aiguillons secrets le pressent de blesser l'objet, quel qu'il soit, qui fait lever en eux ces germes de fureur. Les descriptions que fait Lucrèce de l'amour, de l'état amoureux, sont extrêmement noires. Bernard Potra. Je parle de l'état amoureux dans sa dimension mentale. Manifestement pour lui, quand on est amoureux, on est à la merci d'une chose extérieure. On dépend entièrement d'elle pour son propre bonheur. Votre maîtresse, on va se voir, on est heureux. On ne va pas se voir, on est malheureux. Elle vous ferme sa porte, on est désespéré et peut-être même en plus on est furieux. C'est pas une vie, ça. Donc il faut en finir avec ça. On se ruine quand on est amoureux, on fait des cadeaux, etc. Bref, tout ça, c'est catastrophique. Parallèlement à tout cela, il y a une vie érotique qui, elle, est alors très précisément décrite, donc jusque dans l'acte sexuel lui-même. Et là, c'est d'une sauvagerie qui fait que ça ressemble plus à l'œuvre de Mars qu'à l'œuvre de Vénus. Je rappelle d'ailleurs qu'au tout début du poème, il y a une très, très belle invocation à Vénus où Lucrèce lui demande d'intervenir auprès de Mars quand elle l'aura étendu sur ses genoux, là, qu'elle laisse tomber sur lui des paroles très douces pour qu'il arrête de fomenter la guerre. Parce que la guerre est une cause de mort, donc de malheur. Mais là, il y a une petite guerre intime qui est simplement le rapport amoureux. Du reste, l'intervention de Vénus brise les élans furieux de la passion et les caresses de la volupté se mêlent aux morsures pour les réfréner, car l'amour espère toujours que l'objet qui alluma cette ardente flamme est capable en même temps de l'éteindre. Illusion que combattent les lois de la nature. C'est le seul cas, en effet, où plus nous possédons, plus notre cœur s'embrase de désirs furieux. Les aliments, les boissons sont absorbés et passent dans notre organisme. Ils peuvent y occuper des places fixes. Aussi est-il facile de chasser le désir du boire et du manger.
mais d'un beau visage et d'un bel incarnat. Rien ne pénètre en nous dont nous puissions jouir, sinon des simulacres, d'impalpables simulacres, espoir misérable que bientôt emporte le vent. Semblable à l'homme qui, dans un rêve, veut apaiser sa soif et ne trouve pas d'eau pour éteindre l'ardeur qui le consume, il s'élance vers des simulacres de sources, il s'épuise en vains efforts et demeure assoiffé au milieu du torrent où il s'efforce de boire. Ainsi, les amoureux sont dans l'amour le jouet des simulacres de Vénus. Est-ce qu'on peut considérer que la métaphysique, entre guillemets, de Lucrèce est une déclaration de guerre à toutes les formes prises par la pulsion de mort dans les rapports amoureux? Lucrèce décrit d'une manière qui, entre nous, fascine et en même temps perturbe les jeunes gens, je le remarque régulièrement, une sorte de désir de gynophagie, de désir de manger l'autre chez l'amant. Il ne sait pas par où commencer, dit-il. Par où vont-ils commencer? Par les mains, par les yeux. Il ne peut pas embrasser, au sens le plus littéral du terme, sa compagne. Il y a une sorte de fureur, rabies, dit le latin, de rage dans l'étreinte amoureuse. Des jeunes gens dilapident la fortune de leur père, etc., etc. Alors, il y a là, évidemment, un discours qui, encore une fois, est à la fois fascinant et perturbant, parce qu'il a l'air très, très peu admissible par le romantisme qu'on a quand même tous dans les moelles, heureusement. Il y a également, chez Lucrèce, la description très misogyne, mais très rigolote, Molière reprend ça dans Le Misanthrope, de ce que j'appelle, ou plutôt que Stendhal a appelé la cristallisation. Une naine aux yeux de l'amoureux est un raccourci des merveilles de la nature, une géante maflue, c'est Cérès elle-même, etc. Je crois vraiment que son éthique est faite en effet pour en finir avec des peurs qui sont, je dirais, les siennes. On n'écrit pas ça pour rendre service. Je suis quand même convaincu que ce personnage très énigmatique, on ne connaît rien ni de sa vie ni de sa mort, au fond, il traîne des bruits le concernant, qu'il se serait suicidé, qu'il était dépressif, qu'il avait des crises de folie. Bon, on raconte beaucoup de choses. Je ne sais pas. Je pense néanmoins qu'il avait ses peurs. Et ce qui est frappant, c'est que le contenu, je dirais, moral ou même éthique, par ailleurs, de son poème est très peu développé. Mais le sage, qui pratique ce qu'on appelle la métriopathie, le calcul des plaisirs et des peines, c'est, Épicure ne dit pas cela, mais c'est un peu ce qu'on lit entre les lignes, que les petits matins étant fréquemment difficiles, ça n'est pas la bonne voie pour la paix de l'âme, la sécurité, l'ataraxie. Par conséquent, le sage se conduira autrement. Ça veut dire que, entre nous, il n'y a pas de péché, comme je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de plaisir mauvais en soi. Le plaisir charnel est un plaisir. Le sage est disponible pour les grandes occasions, mais il sait qu'il vaut mieux ne pas régler sa vie sur le modèle qu'offrent les débauchés, et pour son hygiène de vie, et pour un sommeil calme. Alors, bon, libertinage, c'est pas fourni de ce côté-là. Alors, on pourrait considérer que c'est plus fourni du côté du sexe. On pourrait penser ça. Et alors, c'est un penseur explicite de la sexualité. À cet égard, il tranche sur le tout venant des philosophes, qui ne sont pas toujours, moins que les théologiens d'ailleurs souvent, pas toujours très très disert sur la sexualité humaine. Lui n'a pas peur de ça. Plutôt qu'un libertin, c'est un hygiéniste. C'est un type qui pense qui a une certaine idée assez terrible de l'amour, je parle de l'amour physique, et qui pense qu'au bout du compte, l'état amoureux, c'est pas bon, et qu'il faut essayer de bloquer ça à la racine. Et la racine, il vise essentiellement, il ne s'intéresse au fond qu'à la sexualité masculine.
c'est la semence, et il a une physique de la semence à partir de quoi il y a une physique de l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'assez terrible, c'est lié à la semence et à la présence de la semence dans le corps de l'homme, et ça risque donc, cette présence, toujours de dégénérer en affect d'amour, en état amoureux, passionné, avec des coïts absolument sauvages qui sont décrits. Donc, pour couper court à cela et éviter que soient réunies les conditions de l'amour-passion, disons, eh bien, le mieux, c'est de se débarrasser aussi vite qu'on peut de la semence. Donc, tous les moyens étant bons pour ce faire, apparemment, puisqu'il dit qu'il est tout à fait loisible d'avoir recours aux soins de professionnels de l'amour. Déjà, leur corps pressant la volupté prochaine, Vénus va ensemencer le champ de la femme. Ils pressent avidement le corps de leur amante. Ils mêlent leur salive à la sienne. Ils respirent son souffle, les dents collées contre sa bouche. Vains efforts, puisqu'ils ne peuvent rien dérober du corps qu'ils embrassent, non plus qu'y pénétrer et s'y fondre tout entier. Car c'est là, par moments, ce qu'ils semblent vouloir faire. C'est là l'objet de cette lutte, tant ils mettent de passion à resserrer les liens de Vénus quand leurs membres se fondent, pâmés de volupté. Enfin, quand le désir amassé dans leurs veines a trouvé son issue, cette violente ardeur se relâche pour un moment, puis un nouvel accès de frénésie survient, la même fureur les reprend. C'est qu'ils ne savent eux-mêmes ce qu'ils désirent et ne peuvent trouver le remède qui triomphera de leur mal, tant ils ignorent la plaie secrète qui les ronge. En tout cas, ce qui frappe dans ce peu de discours, c'est que c'est un moraliste quand même de l'austérité. Frugalité, austérité. Alors on a une image, tout le monde sait qu'elle est populaire, si j'ose dire, de l'épicurien qui est un jouisseur, qui est ceci et cela. Il fait pas mal de choses, l'épicurien. Lucrèce, en tant qu'épicurien, il fait pas grand-chose. L'idéal, c'est quoi ? Ça revient à 2 reprises dans le poème. Effectivement, être entre amis, dans un jardin, avec une bonne conversation, au bord de l'eau, un peu d'eau fraîche, ça suffit, etc. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux. De la source même des plaisirs surgit je ne sais quelle amertume qui jusque dans les fleurs prend l'amant à la gorge. Tantôt c'est dans sa conscience le remords d'une vie oisive et perdue de débauche, tantôt c'est une parole ambiguë lancée par sa maîtresse au moment du départ qui s'enfonce comme une flamme dans son cœur tourmenté de désir et le consume sans relâche, tantôt c'est qu'il la soupçonne de trop jouer des yeux, d'en regarder un autre, ou qu'il surprend sur son visage la trace d'un sourire. Alors, les épicuriens ne sont pas des professeurs de vertu, mais Lucrèce notamment nous dit dans le chant 4 qu'il faut cultiver la Vénus vagabonde, que l'amour exclusif, la croyance que le bonheur dépend de la possession exclusive d'une personne qui serait la nôtre, qui serait à nous, une femme notamment, il parle aussi de l'amour pour les jeunes gens, mais c'est une illusion. Et mieux vaut cultiver la Vénus des rencontres, celle entre nous que décriait un des participants au banquet, Pausanias, chez Platon. Il l'opposait à l'Aphrodite céleste. Non, c'est l'Aphrodite populaire, la Vénus des rencontres, qui doit être révérée par le sage, l'homme qui est sanus, saint d'esprit, dit Lucrèce. Mariage et amour... ne serait-ce que chez Montaigne, ce n'est pas nécessairement lié. À part la sagesse des nations qui dit que le coup de cœur permanent, c'est rare que ça fonde des unions durables, il va de soi que depuis le romantisme, on lit de façon tout à fait intime, excessive aux yeux de tous les siècles précédents,
l'union durable et l'amour-passion. Enfin, quoi qu'il en soit, Lucrèce calcule, il pratique en épicurien le calcul des plaisirs et des peines, et il considère que les amants qui veulent, somme toute, une sorte de fusion toujours inatteignable, sont nécessairement malheureux, puisque notamment de l'amour-passion naît la jalousie. L'amour-passion est une sorte de désir infini, un désir qui ne se contient pas, on n'en a jamais assez, puis surtout on n'est jamais sûr que l'autre met autant dans le jeu que nous-mêmes. L'épicurien ne professe pas le libertinage, il devait y avoir des mœurs très libres dans le jardin d'Épicure, mais il ne s'agit pas d'une prédication. Le mariage, l'union durable n'est pas interdite, il y avait des couples mariés dans le jardin d'Épicure. Et il y a des unions qui peuvent durer dans une sorte d'équilibre mutuel. Mais en général, le sage qui compte, qui fait sa comptabilité des plaisirs et des peines, remarque qu'il y a toujours un vainqueur et un vaincu, et que l'union exclusive provoque plus de douleur que de plaisir, de tension que de calme, de relâchement, de sain relâchement. À quoi sert la philosophie si elle ne met pas son orgueil dans la poche pour affronter le problème par définition insurmontable de la mort ? Selon les stoïciens, que cite Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. À quoi on peut répondre qu'on n'apprend pas à mourir. On a beau s'y préparer toute la vie, reste que manifestement on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et comme dit le merveilleux Vladimir Jankélévitch, la sagesse des fourmis n'est pas sur ce point plus avancée que l'insouciance des cigales ou des oiseaux du ciel. Alors on pourrait dire, en ce sens, que pour les épicuriens, mourir, c'est apprendre à philosopher. La certitude de la mort, la conscience du néant, du vide qui nous entoure, est peut-être ce que les hommes peuvent connaître de mieux. Épicure, lui, déclare en une phrase restée fameuse que la mort n'est rien pour nous. Mais ce faisant, il enfonce des portes ouvertes puisqu'il dit en substance « quand on vit, quand on ne vit plus, on ne vit pas ». La tautologie a ses limites puisque le problème n'est pas seulement d'avoir à mourir un jour, mais bien de vivre en sachant qu'on va mourir un jour. Le problème, c'est celui de la mort de l'autre, de la perte, avant d'être celui de ma propre mort. C'est André Green qui disait « Je crois plus en la mort dans la vie qu'en la vie après la mort ». Et de fait, n'est-ce pas la certitude de mourir qui fait que nous passons nos vies à faire en sorte d'oublier qu'elles vont s'achever un jour ? Soit en nous divertissant, en regardant ailleurs, soit en hallucinant des mondes post-mortem et en faisant de la vie le vestibule de l'éternité. Contre ces deux formes de mauvaise foi, ascèse et contrition d'un côté avec l'espoir d'une récompense, lubricité pathogène de l'autre avec le désespoir en toute chose comme fond sonore, Lucrèce enseigne qu'il n'y a pas de monde au-delà du monde et que la mort, finalement, ne mérite pas qu'on lui consacre tout notre temps à essayer vainement de ne pas y penser. Que sa démonstration soit convaincante ou non, Lucrèce est incontestablement de ceux qui, comme dit Camus, pensent clair et n'espèrent plus. Mais on peut ne pas espérer dans l'au-delà sans être désespéré pour autant, puisque grâce à Lucrèce, comme en un sens plus tard au gigantesque Spinoza, c'est de nouveau ici-bas, et ici-bas seulement, que nous pouvons prétendre au bonheur. Et donc, lorsque tu vois un homme s'indigner sur son sort à l'idée qu'après la mort, il va pourrir, corps étendu, ou être dévoré par des flammes ou par des mâchoires de bêtes, alors même qu'il nie croire qu'une fois mort, ils doivent subsister un quelconque sentir, tu peux être certain que cela sonne faux, qu'il a au fond du cœur un aiguillon secret. Car cet homme, à mon sens, garde par-devers lui tant cela qu'il promet que ce d'où il le fait. Il ne s'extirpe pas de la vie tout entier en s'arrachant à elle, il laisse des racines. Et sans s'en rendre compte, il laisse subsister quelque chose de lui. Pour lui, le malheur, il me semble qu'il le voit essentiellement sous la catégorie de la peur. La peur, c'est toujours la peur de la perte, mais à l'intérieur de la peur en général, il y a essentiellement la peur de la mort. Et il va même jusqu'à dire que c'est cette peur de la mort qui empoisonne finalement tout le reste, qu'elle est d'une certaine manière omniprésente. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien, en comprenant. Alors, moi, puisqu'il s'agit d'éthique,
moi je suis pas... je sais, je crois qu'on peut dire, je sais que ni Lucrèce ni Spinoza n'ont écrit leur éthique pour que quiconque passe des examens de philosophie à l'université ou des concours. Ils ont fait ça pour que les gens se guérissent. Bien. Alors moi je fais partie des gens, et des gens qui ont besoin de se guérir forcément, et donc je me mets face à ces gens-là, ou plutôt je les mets face à moi, comme ceux qu'ils ont voulu être, je crois, à savoir des prestataires de services. Et moi, en tant qu'usager, j'essaie de voir lequel me semble le plus adéquat. Et donc, je préviens tout de suite, je trouve que sur ce point de la crainte de la mort, Spinoza, je préfère, disons. C'est-à-dire, ça me semble plus fort que Lucrèce. Donc, si l'on prend les arguments de Lucrèce, un des points essentiels de la démonstration, qui arrive à ce qui est devenu une sorte de slogan épicurien ou lucrétien, à savoir « la mort n'est rien pour nous », il s'agit quand même de démontrer, et donc de dire « voilà, c'est comme ça », que toute chose qui vit est destinée à mourir. C'est ça, vivre. Vivre, c'est aussi mourir. La question est de savoir si, une fois qu'on a compris que c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça, on n'a plus peur de la mort. Chaque fois, en effet, qu'un vivant, quel qu'il soit, imagine comment son corps, une fois mort, sera dans l'avenir déchiré par les becs des oiseaux et les fauves, ce dont il a pitié n'est autre que lui-même. Il ne se coupe pas, en effet, de là-bas, ne saute pas assez du cadavre prévu. Il s'imagine, lui, et il le contamine de ce qu'il sentirait debout auprès de lui. Il s'indigne du coup qu'on l'ait créé mortel, sans voir que dans la mort, la vraie, il ne vivra aucun autre lui-même en mesure d'aller gémir auprès de lui du fait qu'il a passé et déplorer, debout, que lui-même, gisant, se trouve déchiré ou bien livré au feu. Sur certains points, je comprends bien qu'il puisse être efficace. Simplement, ce sont des aspects de la peur de la mort que, par exemple, je ne connais pas. Exemple, que va-t-il advenir de mon corps après la mort ? Va-t-il être, c'est atroce, il va être dévoré par des bêtes sauvages, il va être sous une dalle qui va peser, enfin bref, des choses pas sympathiques. Alors, il dit, voilà, quand on est mort, on est vraiment mort. Donc, moi, je ne suis plus sous cette dalle, je ne suis plus sous ces mâchoires, entre ces mâchoires. Bon, oui, d'accord, ça peut guérir si on a peur de ce qui va advenir à son corps après la mort. Mais ça, par exemple, je dirais qu'en ce qui me concerne, ça n'est pas dominant. Autre point, il n'y a pas à redouter de châtiment après la mort, donc c'est pas si terrible que ça de mourir, puisqu'il n'y aura pas cela. Oui, ça allège le souci de ceux qui croient qu'après la mort, il y a des tourments. Mais c'est pas vraiment mon problème. Qu'est-ce que mon problème ? Le problème, c'est éventuellement d'avoir peur que cesse la vie. Ça n'est même pas la peur du moment de la cessation de la vie, c'est plutôt la crainte que l'existence s'arrête, que le film s'arrête. Alors là, il déploie une batterie d'arguments, il fait parler la nature qui, d'abord, gourmande, comme on disait dans les temps anciens, celui qui se plaint qu'il va mourir, et puis, si c'est un vieux, commence à l'engueuler vertement en lui disant « Pauvre vieux, t'as déjà tout eu, qu'est-ce que tu demandes encore ?» etc. Bien. Certes, la nature peut gronder, mais le fait est que peut-être on a envie que ça continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dessus ? Eh bien, moi, je l'ai trouvé, après examen sincère de moi-même, je l'ai trouvé un peu faible.
Quant à savoir si Spinoza est plus fort, moi je rappelle que une grande citation, un classique de la citation, c'est que philosopher, c'est apprendre à mourir, que la philosophie, c'est la méditation de la mort. Bon, soit. Alors Spinoza va renverser la vapeur et la proposition en disant que la sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie, et dire que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Il bâtit un modèle de la nature humaine qui est l'homme libre, celui qui sait, qui connaît les choses et qui sait ce qui est bon pour lui, qui donc vit sous la conduite de la raison. La pensée ou la contemplation ou la méditation de la mort ne fait pas partie, ou à titre de restes infimes, de sa vie psychique. Donc, l'idée, c'est que si on devient chaque jour plus intelligent par la lecture, par exemple, de l'éthique de Spinoza, on va chaque jour être plus en position de vivre sous la conduite de la raison, on va de plus en plus vivre sous la conduite de la raison, et de ce fait, ipso facto, pour lui c'est la même chose, de moins en moins penser à la mort, jusqu'au point où, ayant effectivement beaucoup d'idées vraies, c'est-à-dire d'idées justes, eh bien, on sera dans un état où, dit-il, on n'a, pour ainsi dire, plus peur de la mort. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est ne plus en avoir peur parce que, de toute façon, on n'y pense plus. On vit. C'est pas le divertissement, c'est pas le salut par le... Comment dirais-je ? Oui, par le divertissement, c'est-à-dire se distraire de la question de la mort. Non, c'est qu'effectivement, on ne voit plus la mort. Pour prendre un exemple concret, on essaie donc de dissuader les hommes de fumer en écrivant sur le paquet « fumer tue ». Donc, on veut obtenir d'hommes supposés non raisonnables, et on n'a sûrement pas tort, un comportement raisonnable, éviter cette addiction et cette mort en leur brandissant à chaque instant la peur de leur mort. Bon, c'est une politique qui, bien entendu, se défend et qui se défendrait en disant « il faut faire peur à ceux qui ne sont pas en état de comprendre ». Alors, qu'est-ce qui fait celui qui comprend ? D'abord, qu'est-ce qu'il a compris ? Il a compris, en se fiant à un certain savoir, que fumer tue. Certes, il a compris. Il a compris que c'était pas bon. Mais en réalité, position forte de Spinoza, qui n'est pas un négativiste, ce qu'il a compris, ça n'est pas fumer n'est pas bon pour moi, parce qu'en réalité, comme il le dit, la connaissance du mal est inadéquate, c'est-à-dire pas vrai. Ce qui est vrai, c'est vivre sans fumer est bon. Et voilà. Alors il a compris des choses comme ça qui sont uniquement affirmatives ou positives. Cet homme-là, il ne rencontre jamais la mort. Ce qu'il rencontre toujours, c'est la vie. Et le salut s'accompagne de cette non-contemplation de la mort. Bien entendu, Spinoza connaît aussi la perte. Il sait ce que ça veut dire la perte. La perte d'un être cher, la mort de soi, il sait bien ce que ça peut vouloir dire. Mais il a un système anti-perte qui est très, très développé. C'est-à-dire qu'effectivement, si je comprends ce qui se passe, alors là, ça n'est pas loin, effectivement, de Lucrèce, si je comprends ce qui se passe, alors, au lieu d'être triste, je suis joyeux. Je suis joyeux parce que comprendre rend joyeux, et que ce que je comprends, c'est que, ça n'est pas une perte, d'une certaine façon. J'irais presque jusqu'à dire que c'est un gain. Donc on ne se laisse pas effleurer plus d'un instant par la pensée de la mort, la sienne propre ou celle des autres. Est-ce qu'on peut résumer la pensée de Lucrèce en disant que c'est quelqu'un qui dissipe la crainte de la mort en nous mettant sous les yeux tout ce qui pourtant la rend terrifiante ? Oui, on pourrait dire ça, oui. Oui, à condition de bien voir que lui, il pense que, oui, on met ça sous les yeux,
le terrifiant est sous les yeux, mais il s'agit de le montrer d'une manière telle que, effectivement, ça dégonfle la terreur. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de terreur au bout du compte. Et c'est sur ce point que j'ai, au fond, quelques doutes. C'est-à-dire, quand je me demande est-ce que ça marche, je ne suis pas sûr, en tout cas, que ça marche sur moi. Du moment qu'on les voit propulser les membres, arracher notre corps au sommeil, altérer le visage et régir et plier l'homme dans son entier, et puisque nous voyons que rien de tel ne peut se faire sans contact, et qu'un corps est requis pour qu'il y ait contact, ne doit-on pas du coup reconnaître que l'âme et l'esprit sont tous deux corporels de nature ? Les matérialistes, et Lucrèce, non pas le premier, mais parmi les tout premiers, ne cessent de parler de la divisibilité de l'âme. Regardez dans les batailles ces bras, ces têtes qui continuent de s'agiter alors qu'ils ont été tranchés. Et Lucrèce ne cesse de faire remarquer que tout va de concert. Vous buvez beaucoup de vin, votre esprit chancelle. Dans l'épilepsie, on voit le corps et l'âme qui sont en même temps bouleversés, etc., etc. Et puis on voit rarement la sagesse d'un vieillard juxtaposée au corps d'un enfant de 7 ans. Tout ça, ce sont des arguments de Lucrèce, évidemment. Lucrèce, donc, prétend que l'âme est faite d'atomes. Sur ce point, il n'invente rien. 4 éléments, nous dit-il. Vapeur, quelque chose qu'on traduit par vapeur, donc. On dira de l'air assez agité. Aer, de l'air. Calor, de la chaleur. Et quelque chose qu'il appelle la quarta natura, l'âme de l'âme, quelque chose d'encore beaucoup plus subtil quant à ces atomes constituants. Une sorte de petite invention qui permet aux épicuriens de se tirer de cette grave difficulté. Comment expliquer que des petits morceaux de matière expliquent des opérations aussi compliquées que la sensibilité et la pensée ? Si quelque chose est, effectivement, et si ça n'est pas du vide, alors c'est du corps. Donc effectivement, les idées sont du corps. L'esprit est une partie du corps, l'âme est une partie du corps. Il distingue, réunit et distingue les deux choses, etc. Tout ça, c'est du corps. Alors effectivement, comment ça se forme ? Eh bien, une des choses qu'on peut dire, c'est que ce sont des corps qui sont très menus, très lisses, donc dont le mouvement est très rapide. Ceci se trouvant à l'intérieur de ce qu'on appelle ordinairement le corps humain. Nous ne commandons, à vrai dire, pas ce mouvement-là. Des idées se forment et voilà, elles se forment instantanément. Donc en effet, la preuve que c'est petit et lisse, c'est que ça se forme instantanément. On ne cesse pas, lorsqu'on a une formation philosophique en Occident notamment, d'être surpris par des résultats ou des expériences qui sont tout ce qu'il y a de plus banal pour n'importe quel physiologiste. Selon que vous faites un calcul mental ou pas, l'encéphalogramme que vous subissez enregistrera des ondes qui ne sont pas les mêmes. L'absence de telle vitamine, PP exactement, peut déterminer l'apparition d'une maladie qui s'appelle la pélagre, qui provoque des envies de suicide par noyade, etc. Et puis deuxièmement, pour revenir à Lucrèce, très souvent, le lecteur, même savant, a tendance à sourire de la naïveté de certaines explications concernant l'âme humaine, et à la deuxième lecture, ou en se renseignant un peu, se rend compte que cette naïveté est tout de même due à des observations très sérieuses. Exemple, Lucrèce nous dit, puisque l'âme, n'est-ce pas, elle peut être divisée en deux. Il y a la partie rationnelle qui est logée dans la poitrine, concentrés dans la poitrine, c'est des atomes aussi bien sûr, et il y a la partie irrationnelle, c'est ce qui explique que quand vous me pincez le doigt, je sens quelque chose. La sensibilité diffuse dans tout le corps. En latin, Lucrèce distingue entre animus, le principe pensant, la partie rationnelle, et anima, le principe vital, qui va jusqu'au bout des ongles. Alors justement, Lucrèce nous dit, quand sur la main, je vois de la poussière de craie, ou un fil de toile d'araignée sur ma main, et que pourtant je ne ressens aucune sensation tactile. Ça veut dire
que cette matière, qui n'est évidemment pas atomique, les atomes ne se voient pas, mais qui est toute petite, les grains de craie, les grains de poussière, les fils de toile d'araignée, est disposée de telle façon qu'elle passe entre deux atomes de mon âme. Elle n'a contact, si vous voulez, qu'avec des atomes aux fonctions purement somatiques. Sourire, naïveté, se dit le lecteur moderne, oui mais, sans parler de l'acupuncture chinoise, les traités d'anatomie les plus occidentaux décrivent des points de douleur, des points de sensibilité au froid et des points de sensibilité à la chaleur, dont on peut faire la carte, et qui servent d'ailleurs, et ces cartes servent dans les traitements. Par conséquent, c'est, je crois, toujours susceptible d'être ramené à une expérience très banale, très reproductible, les passages qui nous paraissent les plus drôlatiques ou les plus inattendus chez Lucrèce. Mais est-ce que la colère est un assemblage d'atomes ? Est-ce que la haine est un assemblage d'atomes ? Oui, mais la question à ce moment-là est de savoir ce qu'on entend par haine ou colère. Est-ce que la haine est autre chose que, je dirais, l'homme haineux ou la partie haineuse de l'homme ? C'est ça la question. Est-ce que la haine en soi existe ? Si on dit que c'est une idée, donc que c'est du corps, ce que l'on peut dire, certes, on est quand même en train de dire que c'est une idée de la colère. L'idée que j'ai de ma colère, en tant que c'est une idée et donc que ça existe, que c'est une représentation, c'est bien quelque chose. On est d'accord. C'est pas du vide, donc si c'est pas du vide, c'est de la matière. Mais il faut distinguer cette sorte de conscience que j'ai de ma colère ou de ma haine de la colère elle-même ou de la haine. Et à ce moment-là, cette colère-là, c'est quoi ? Oui, c'est de l'homme coléreux. Et de l'homme coléreux, c'est du corps, bien sûr. Donc là, je n'ai pas de difficulté. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée à ce moment-là. Il n'y a pas d'idée, parce que pour que la colère soit donc un assemblage de particules, il faut que la colère, ce qu'on désigne par colère, ce soit en réalité l'homme coléreux, l'homme en colère, tel individu en colère. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de colère en soi. Ça veut dire que l'idée de la colère est un non-sens. Il n'y a pas la colère en général qui viendrait s'incarner d'une manière platonicienne dans tel ou tel individu. Et pourtant, on reconnaît la colère. Non. Donc comment est-ce qu'il peut reconnaître la colère et dire que la colère est un assemblage d'atomes à la fois ? Oui, alors là, il faudrait rentrer dans le détail de la logique des épicuriens et savoir comment se forment les idées générales, les notions, etc. Bon, ça nous entraînerait trop loin, mais c'est sûr que nous formons des idées, nous formons des notions, nous avons des notions. Tout ça est l'objet d'une logique finalement assez développée, pas très développée en revanche dans le poème de Lucrèce lui-même, qui sur ce point-là se lance peu dans les spéculations, s'intéresse effectivement alors de manière très développée à la nature même de l'esprit ou de l'âme, mais sans rentrer dans le détail de la production, la fabrication du processus idéal, disons. Maintenant, quel est-il, le corps de cet esprit, et d'où s'est-il formé ? Voilà ce que pour toi, poursuivant mon propos, je m'en vais expliquer. D'abord, je dis qu'il est extrêmement subtil, et qu'il est fait de corps absolument menus. Pour te persuader qu'il en est bien ainsi, applique, s'il te plaît, ton esprit à ceci. On ne voit rien se faire aussi rapidement qu'un projet que l'esprit se propose à lui-même et entreprend de faire. Et c'est donc que l'esprit est bien à se mouvoir plus prompt qu'aucune chose dont on a la nature à la portée des yeux. Mais si une chose est à ce point-là mobile, il faut donc qu'elle soit composée de semences absolument menues et rondes, si l'on veut qu'elles soient en état d'être mises en branle lorsqu'elles ont subi l'assaut d'un petit heurt pour être ballottées et se mettre à couler. Cela vient à coup sûr de ce qu'elle est créée de figures ayant rondeur et petitesse. Plus les corps sont lisses et petits à l'extrême, et plus ils sont mobiles. Plus on trouve qu'ils sont au contraire pesants et rugueux, plus ils ont de la stabilité. Et puisque, comme on vient de le voir, la nature de l'esprit est mobile au suprême degré, elle doit forcément être faite de corps qui soient absolument petits, lisses
et rond. C'est une faculté proprement humaine que de disposer d'un esprit tellement développé, si vous voulez, d'atomes tout petits, très ronds, très lisses, qui bougent donc beaucoup plus vite que les autres, qui se faufilent plus que les autres, en nombre si grand, qu'on peut en venir à oublier la nature, à dévier par rapport à la nature, de façon pathogène. C'est comme un certain Andermatt, dans un roman qui s'appelle Montoriol, un petit bonhomme qui a un ventre proéminent, qui est un brasseur d'affaires, roman de Maupassant. On nous dit qu'il fendait la foule lorsqu'il y avait des réunions plus ou moins mondaines, prouvant ainsi la supériorité des billes sur les pointes. Les atomes de l'âme, pour les atomistes anciens, c'est exactement la même chose. Ils se faufilent partout. Par conséquent, ils sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus chauds. Un lien évidemment entre la chaleur, qui n'est pas loin non plus de la luminosité avec les atomes de l'âme. Voilà, c'était Commentaire, consacré au merveilleux Lucrèce. Je remercie d'abord Georges Claes pour la lecture des textes, Brigitte Bouvier pour la réalisation, Noélie Pellegrin pour le mixage, Pierre Monteil et Catherine Dérété pour la prise de son. Mais je remercie aussi bien sûr Jean Salem, dont je signale qu'il est entre autres l'auteur en livre de poche d'une synthèse d'une grande clarté intitulée L'atomisme antique, et Bernard Pautrat, dont je rappelle que vous trouverez la très belle traduction du poème de Lucrèce en